Bien, tout le monde m'entend? Donc bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous. Et bon, je vais encore vous montrer quelque chose qui vient de Strasbourg. Mais c'est le hasard de la programmation. Je suis vraiment très content que le docteur Bagot ait fait la présentation juste avant, parce que la semaine dernière, j'étais au Centre homéopathique de France. J'ai fait à peu près la même conférence. Donc ça, c'est pour les gens qui pourraient avoir quelques frayeurs vis-à-vis de la physique quantique. On va essayer de démystifier ça. Et démystifier, ça veut dire qu'évidemment, il ne faut pas prendre tout ce que vous allez voir défiler ici, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner des informations. Il y a des images, il y a des films. Donc, laissez-vous prendre par l'ambiance, parce que je vais vous parler de quelque chose qui vous unit tous. Et quand je dis qui vous unit tous, c'est-à-dire tous ceux qui font de la médecine que vous qualifiez de MOST. Donc ça concerne l'homéopathie, ça concerne l'acupuncture, ça concerne l'aromathérapie, ça concerne beaucoup de choses. Alors c'est vrai que la physique quantique a ce problème du langage mathématique, si vous avez essayé de comprendre ça un petit peu dans les livres. Et ce que je voudrais vous montrer ici, c'est qu'on peut finalement le simplifier au maximum. Alors, la présentation sera évidemment pour ceux qui le souhaitent sur Internet, parce que je suis dans un principe de partage. J'estime que plus on parle de physique quantique, plus on parle de médecine, et plus on ira vers des choses intéressantes. Vous me verrez aussi de temps en temps à la télévision, parce que j'ai beaucoup actuellement de relations avec les médias pour parler de tout ça. Donc ce que vous allez entendre ici, vous le réentendrez à la télévision bientôt. Et puis, je vous montrerai à la fin, je fais des formations pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, aller plus loin, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire être acteur, finalement, parce que je pense que dans votre pratique médicale, vous avez toujours été soumis au doute. C'est-à-dire, les gens vous disent, ouais, votre truc, c'est bien, mais on voit que ça marche, mais c'est bizarre. Ici, on vous parle d'effets placebo, on vous parle de psychologie. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce que vous faites, la science peut l'expliquer aujourd'hui. On a des explications. Maintenant, c'est à vous d'en devenir les maîtres et les acteurs. Vous pouvez toujours faire confiance en disant « Ah oui, le grand professeur a dit... Non. À un moment donné, vous devez faire l'effort de rentrer dans la chose. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ces 30 minutes. Alors, je vais commencer par... la particularité de la physique quantique que vous avez tous entendu parler, c'est la dualité onde-corpuscule. Donc ça peut choquer au premier abord, mais ça va être un des premiers messages que vous allez retenir, c'est que finalement la matière n'existe pas. Alors si la matière n'existe pas, pour vous c'est du pain béni, parce que ça veut dire que toutes les techniques qui sont non matérielles vont évidemment prendre de la pertinence. Alors, vous avez ici, donc, la dualité entre corpuscules. La souris qu'il faut que je déplace. Donc, s'il fallait résumer la physique quantique en une phrase, vous l'avez ici. Dans la nature, aucun changement ne peut mettre en jeu une action inférieure à une quantité qu'on appelle la constante de Planck. Alors, cette quantité, elle a une unité, c'est une énergie que multiplie un temps. Regardez bien, il y a un 10 moins 34, c'est-à-dire que c'est une toute petite valeur. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que cette quantité n'est pas nulle. Et vous allez voir l'intérêt. Retenez juste qu'il existe dans la nature quelque chose qui n'est pas nul. Et comme toujours, avec quelque chose qui n'est pas nul, ça peut être intéressant. Alors, quand je vous dis que la matière n'existe pas, vous avez ici, par exemple, des expériences de physique très évoluées. Alors, vous voyez, ça date de 2012, donc je vous parle d'une science qui est d'actualité, ça s'était fait il y a 2 ans. On prend des molécules, alors je vous ai mis ici, pas les formules brutes, mais surtout les masses molaires. Parce qu'on dit toujours, la physique quantique, c'est les particules subatomiques, c'est les atomes. Non. Regardez les masses molaires ici. 5672 Dalton, 6910 Dalton, c'est-à-dire 7 kg Dalton. Je vous rappelle que le Dalton, c'est l'unité de masse atomique. L'hydrogène, c'est 1, c'est-à-dire qu'on a ici quelque chose qui est 7000 fois plus massique que l'hydrogène. On fait des flux de ces molécules.
envoie dans des appareils et regardez la réponse. On a une réponse ondulatoire. Pour expliquer ces diagrammes, il n'y a qu'une seule solution, c'est de dire que toutes ces molécules ne sont pas des molécules, ce sont ce qu'on appelle des paquets d'ondes. On en a la preuve. C'est écrit ici. Alors, ce que vous montre cette diapositive, c'est que tous les objets dans la cellule qui ont une masse inférieure à 7 kDa sont des paquets d'ondes et non des corpuscules. Si vous avez fait un peu de biologie, citez-moi qu'est-ce qui est plus grand en masse molaire que 7 kDa. Mais vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que les protéines et l'ADN et les polysaccharides. Tout le reste, ce n'est pas de la matière, ce sont des ondes. Donc ça, c'est le premier message à bien percevoir. Alors, dualité onde-corpuscule, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que vous pouvez toujours remplacer les choses avec une correspondance. Par exemple, quand vous dites « j'ai une masse et une vitesse », vous pensez tout de suite à un objet matériel. Eh bien, la physique quantique vous donne la première relation, qui s'appelle la relation de De Broglie, c'est que, si j'ai un pointeur, oui, vous prenez la masse, la vitesse, vous prenez cette fameuse quantité h, qui n'est pas nulle, et vous obtenez ce qu'on appelle une longueur d'onde. Est-ce que vous voyez ici l'intérêt que h ne soit pas nul? Parce que si h était nul, je ne pourrais pas faire ça. Or, comme h n'est pas nul, je peux le faire. C'est-à-dire qu'à tout objet de masse m et de vitesse v, je peux associer une longueur d'onde, c'est-à-dire quelque chose qui se répète périodiquement. Je peux faire ça aussi de ce côté-là. Si je dis j'ai une énergie ou une fréquence, vous voyez que comme h n'est pas nul, je peux toujours transformer l'énergie en fréquence ou réciproquement. Ce que je ne pourrais pas faire si h était nul. Vous commencez à comprendre que cette constante h est importante. C'est elle qui nous fait le lien entre le monde ondulatoire et le monde matériel. C'est-à-dire que partout où vous avez de la matière, vous pouvez dire non, j'ai des ondes. Partout où vous avez des ondes, vous pouvez dire non, j'ai de la matière. Donc quel camp vous vous situez? C'est à vous de vous situer. Bien sûr que la médecine allopathique prend le côté masse-énergie. Mais vous savez que vous avez le droit de prendre exactement le complémentaire qui est le côté fréquence-longueur d'onde. Parce que là, on est avec des choses qui ne sont plus des matières, mais des ondes. Alors, j'aime bien aussi ce petit dessin qui vous montre la dualité onde-corpuscule. Si vous regardez le petit point qui tourne, qu'est-ce que vous voyez? Une particule. Si vous regardez sa projection dans le plan, qu'est-ce que vous voyez? Une onde. Donc oui, il n'y a aucun souci. On peut être à la fois ondulatoire ou corpusculaire, ce qui fait, c'est le regard que vous portez sur la chose. Soit vous regardez le point qui tourne et vous dites j'ai un corpuscule, soit vous regardez l'onde qui est associée, à ce moment-là vous dites j'ai une onde, mais c'est toujours la même réalité qui est derrière. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est que vous avez ce qu'on appelle une phase. Et ça, c'est vraiment la nouveauté de la physique quantique. C'est-à-dire que cette phase va vous permettre de faire des choses fantastiques. Alors, cette phase, par exemple, c'est celle qui est utilisée en homéopathie. C'est-à-dire, quand vous prescrivez un remède homéopathique, les gens disent « Waouh, 300 CH, mais il n'y a plus de matière. » Il n'y a plus de matière, mais il y a encore une onde. Et la dilution vous donne la phase. Ce qui fait que vous pouvez faire de l'opposition, de la coïncidence de phase. Et à ce moment-là, vous pouvez respecter. C'est-à-dire, quand vous traitez par les ondes, vous ne tuez pas. Vous mettez juste une opposition de phase à la chose. Ce qui fait que l'homme peut respecter la nature tout en lui disant non, là, je ne veux pas que ceci se manifeste. Donc ça, c'est la puissance de l'approche quantique. Alors, on a une autre chose, alors là, qui est vraiment cruciale, c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Soit je connais ma masse et ma vitesse, et auquel cas je ne suis plus où je suis, soit je sais où je suis, mais je ne connais plus le produit de ma masse par ma vitesse. Ça, c'est la base de la chose. C'est-à-dire que vous devez vraiment choisir entre est-ce que je connais ma longueur d'onde, puisque je vous rappelle que derrière la masse et la vitesse, il y a une longueur d'onde, ou est-ce que je connais ma position. Nous, on va l'utiliser sous un autre aspect, l'aspect qui est ici, c'est-à-dire qu'on va transformer mathématiquement la position en le transformant en temps par la vitesse de la lumière. On va transformer la quantité de mouvement en énergie en multipliant par la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'on va l'exprimer comme ceci. Soit je connais mon énergie, je ne sais pas,
le moment où je suis, soit je sais le moment où je suis, mais auquel cas je ne connais pas mon énergie. Et vous voyez que, de nouveau, intervient la constante H. C'est-à-dire que si H n'était pas nul, était nul, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas associer ces deux choses-là que sont temps-énergie et position et masse-vitesse. Alors, ça je vais passer parce que c'est pas très important. Voilà. Je vous laisserai méditer là-dessus. Pour ceux qui sont courageux. Il y a juste une chose que je voudrais remarquer ici. Information, énergie, action. Ce sont les trois choses. Et là, il va falloir que vous soyez un petit peu rigoureux. Parce que j'entends trop parler dans le domaine des MOST, ou de ce qu'on appelle les énergies, des médecines complémentaires, les gens parlent de l'énergie. Qu'on arrête une bonne fois pour toutes de mettre sur le dos de l'énergie des choses qui Total n'est pas responsable. Vous travaillez avec ça. Et vous le voyez, la différence, c'est que l'information, il n'y en a qu'une. Si je vais vous définir l'information, c'est pas difficile, je vous dis, c'est combien de bits. Sans grossièreté. On est tous d'accord sur l'information, ça se mesure en bits. Dès que je commence à avoir l'énergie, regardez ce qui se passe. Et c'est exactement, vous voyez, le problème avec les MOS, c'est que vous regardez ça. C'est-à-dire, qui fait de l'acupuncture, qui fait de l'homéopathie, qui fait de la mésothérapie, qui fait de ceci, de cela, parce que vous vous perdez dans le monde de l'énergie. Le monde de l'énergie ne sert à rien. L'énergie, elle est juste là pour que l'action soit transformée en action. C'est pour ça que vous avez besoin d'énergie. Mais l'énergie, en soi, on s'en tape. Ce qui est important, c'est de manipuler ça et d'avoir de l'énergie pour faire de l'action. Et quand vous faites de l'action, regardez ce qui se passe, c'est que vous pouvez transformer votre énergie en évolution, vieillir ou guérir. Vous pouvez transformer votre énergie en impulsion, c'est-à-dire aller dans une direction spatiale, ou vous pouvez transformer votre énergie en rotation, c'est-à-dire faire un mouvement rotatif sur vous-même. Voilà. Après, vous méditerez là-dessus pour ceux qui sont intéressés. Le reste, c'est juste du détail. Alors, ça c'est un autre message que vous allez emporter avec vous, que je vous donne. C'est que la physique nous montre qu'il n'y a aucune différence entre le vide et la matière. Parce que vous avez sûrement entendu parler de cette équivalence masse-énergie. E égale mc2. Mais on va même plus loin aujourd'hui. C'est que et masse et énergie sont la même chose, mais masse et vide sont la même chose. C'est-à-dire le fait d'avoir une masse ou de ne pas en avoir, en fait, je m'adresse à une même réalité. Alors ça, c'est important pour les homéopathes. Parce que font les homéopathes quand ils font leur évolution? Ben, ils amènent du vide. Mais comme le vide, c'est comme la masse, c'est bon, on soigne. Il ne faut pas avoir de complexe de ce côté-là. Alors, en plus, la démonstration, elle est simple. Hein. Vous avez ici la limitation par la physique quantique sur la masse, ici la limitation par la relativité générale. Ça, c'est les grandes échelles, ça, c'est les petites échelles. Qu'est-ce qui se passe si j'égalise les deux masses limites? Eh bien, je trouve la distance à laquelle vide et matière sont équivalents. Alors, dire que vide et matière sont équivalents, ça c'est important, parce que ça veut dire que quand vous voyez cette pièce, qu'est-ce que vous voyez? Bah, c'est à vous de choisir. Vous pouvez voir la matière, vous pouvez voir le vide. C'est la même chose. Le vide définit la matière définit le vide. Réfléchissez à ça. Donc quand vous êtes en médecine, soit vous soignez par la matière, c'est un choix allopathique, soit vous soignez par le vide, et là c'est la médecine MOST. Vous êtes à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important pour vous de bien comprendre ça. Allez, on se fait plaisir. Regardez. Ça, c'est le gros problème de la physique. Vous avez sûrement entendu parler de ces modèles de quarks. On dit qu'il y a des quarks qui sont à l'intérieur des protons et des neutrons. Est-ce que vous connaissez la masse des quarks? Non. Ben, je vous l'ai mis ici. Le quark down, il a à peu près 6
Mégaélectronvolt, ça c'est unité d'énergie, puisqu'on fait par la relation E égale mc2. Et le quark up, il a 3,3 mégaélectronvolts à peu près de masse. On sait qu'un proton, c'est 2 quarks up pour un quark down. Vous prenez ça, 2 fois 6 plus 3,3, ça fait 12,6 mégaélectronvolts de masse de quark. Donc de matière. Mais quelle est la masse réelle d'un proton? Ben, c'est pas ça, c'est 938. C'est-à-dire que si vous faites un camembert, les quarks, la matière, représentent 1% de la masse du proton, et le reste, c'est quoi? Vous pouvez me dire? C'est du proton. 99% du proton ne sont pas des quarks. Alors, on se trouve qu'on a la réponse, parce que on sait qu'entre les quarks, il y a du vide, et en fait, ce qu'on mesure, en fait, c'est le poids du vide. Si vous mesurez le poids du vide par la physique quantique, ça fait 380 mégaélectronvolts par quark, vous avez 3 quarks, vous avez la masse de votre proton. Donc, un proton est fait de 99% de vide. C'est écrit dans les lois de la physique. Vous faites combien? 80 kilos. Et votre masse de 80 kilos, c'est quoi? C'est des protons et des neutrons, essentiellement, parce que les électrons, ils comptent pour 3 fois rien. Donc, vous êtes fait à 99% de vide. Et il vaut mieux le savoir. C'est encore le vide qui est à l'intérieur. Alors, je vais vous introduire à un monde, le monde dans lequel vous travaillez. C'est le monde qu'on appelle virtuel. Et là, il ne faut pas faire de confusion. Un monde virtuel n'est pas un monde irréel. On appelle monde virtuel le monde que je ne peux pas observer. Est-ce que parce que vous ne pouvez pas observer quelque chose, cette chose-là n'existe pas? Bien sûr que non. Le monde virtuel, vous ne pouvez pas l'observer, mais il existe. Et c'est d'ailleurs ce avec quoi vous travaillez, parce que le monde virtuel, vous le connaissez bien, c'est le monde de l'information. C'est dans ce monde-là que s'exprime l'information. Quand vous prenez par exemple un chiropracteur qui fait ses mouvements sans toucher le patient, il travaille dans quoi? Il travaille dans le vide. Mais il imprime une information dans un monde virtuel. Et ce monde virtuel qui reçoit une information via l'énergie va avoir une action dans le monde matériel. Vous voyez, vous êtes des grands physiciens quantiques, c'est pas plus difficile que ça, la physique quantique. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose que j'aime bien parce que on va parler de ces fameuses particules virtuelles. Et je vous ai montré tout à l'heure cette relation, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que le signe ici est dans l'autre sens. Est-ce que vous voyez l'importance qu'ici, que cette constante H ne soit pas nulle? Parce que ça veut dire que j'ai deux mondes. J'ai le monde où ce produit est plus petit que ça, qu'on appelle le monde virtuel, et j'ai le monde où ce produit est plus grand, c'est ce qu'on appelle le monde réel observable. J'ai bien ces deux mondes qui coexistent. Vous, avec les MOS, vous travaillez ici, avec un monde virtuel. Le médecin allopathe, lui, travaille en inversant l'inégalité, c'est-à-dire qu'il travaille dans le monde observable. Mais vous êtes tous les deux avec la même réalité. Ça, vous y avez bien conscience. Allez, on va se faire encore un petit plaisir. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un monde virtuel. Parce qu'on peut le visualiser. Vous avez ici, par exemple, ce que vous connaissez bien, ce sont des aimants ou des charges électriques. Quand vous voyez un aimant, est-ce que vous avez imaginé de la force? Vous pouvez imaginer qu'il y a une force. Est-ce que vous la voyez? Non. Il vous faut amener un autre aimant. Eh bien, je vais vous montrer, par exemple, ça, ce sont des toutes dernières simulations. Ça, c'est votre monde réel, tel que vous observez. Et ce que vous voyez ici, c'est le monde virtuel, que vous ne pouvez pas observer, mais par contre, qui existe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour vous le montrer? On a mis ici des particules de charge artificielles, parce que c'est un montage numérique, hein. Et on a calculé, on a résolu l'équation de Maxwell autour des câbles électriques pour vous montrer en fait tout ce monde virtuel qui vous entoure, que vous ne voyez pas, mais qui va se manifester comme une force dès que vous allez mettre une charge. Alors, il se trouve que c'est dommage, la conférence sur les ondes électromagnétiques a été annulée, mais je peux remplacer au pied levé
en vous montrant ce monde électromagnétique dans lequel vous vivez, ces lignes de force virtuelles dans lesquelles vous baignez et contre lesquelles, évidemment, il faut vous protéger. Parce que ces lignes de force virtuelles, comme vous le voyez, elles sont partout, elles transportent de l'information, et cette information se dépose dans votre corps via l'énergie, va vous donner peut-être des pathologies, mais aussi, pourquoi pas, vous guérir. On peut guérir avec des ondes. Alors ça, c'est le grand principe de la médecine, disons, non interventionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des ondes, en réglant la phase, vous pouvez soit éteindre le phénomène, soit éteindre la réponse biologique, soit au contraire la renforcer. C'est-à-dire que vous devez quitter cette vision pasteurienne, par exemple. Ah, j'ai une bactérie là, une infection. Ok, si l'infection est là, c'est qu'il y a une raison. Laissons la bactérie à sa place. Par contre, envoyons une information en opposition de phase. Ce qui fait que la bactérie est toujours là, mais l'information en opposition de phase tue la réponse biologique liée à la présence de cette bactérie. On est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on respecte la vie. Toute forme de vie a droit d'exister. Par contre, on a droit de dire « Ah non, là, pas ici, tu vas exister ailleurs ». Et ça, on le fait par le biais de l'information, évidemment. Allez. Je vous ai dit que vide et matière sont équivalents. Voilà ce que vous verriez si vous étiez capable d'avoir la taille de Planck, c'est-à-dire si vous étiez tout petit. Et vous verriez le vide que vous voyez ici comme étant vide, comme étant quelque chose qui est comme ceci. Alors, quelle preuve on a que ça, c'est une réalité? Bien sûr, on ne peut pas le voir parce que c'est une réalité virtuelle. Mais par contre, on peut en ressentir les effets. Regardez, par exemple, envoyez un rayonnement électromagnétique, faites-le propager dans le vide. Qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez que le vide a une résistance électrique. Ça vous a jamais surpris? L'impédance du vide. Tous les électrotechniciens connaissent ça. Oui, mais alors vous devez leur dire, mais si le vide est vide, il ne peut pas avoir de résistance. Ben si, le vide a une résistance parce que la lumière, elle voit ça. Et ça la freine. Ça lui donne une résistance électrique. Donc on sait que cette réalité virtuelle existe. Alors, il y a des petits gens qui pourraient dire, mais j'ai combien d'énergie dans le vide? Ben regardez. Par unité de volume, 10 puissance 111 joules. Ça va. Confortable. Une autre évidence que ce vide existe et même que la matière. Ça, ce sont les niveaux d'énergie des atomes si on négligeait le vide. Les fluctuations. Si on prend en compte les fluctuations du vide, c'est-à-dire les excitations virtuelles, vous voyez qu'on a un petit décalage énergétique. C'est-à-dire que la matière réagit au vide, elle ne reste pas indifférente. Et ça, c'est la grande loi, c'est que la matière réagit au vide par ses niveaux d'énergie. C'est-à-dire que, évidemment, derrière l'énergie, vous avez la fréquence. C'est ça qui va nous permettre de travailler, de parler au vide, c'est par les ondes et la fréquence. Alors, je vais vous parler d'une substance que j'aime bien, et qui, elle, parle au vide en permanence, et que c'est d'ailleurs avec cette substance que vous utilisez essentiellement les pulpotechniques MOS, c'est l'eau. Une fois que vous avez compris que le vide est quelque chose qui est fluctuant et plein de matière virtuelle ou des rayonnements virtuels, vous allez pouvoir créer du champ électromagnétique. Pourquoi? Bien parce que vous allez tout simplement emprunter ce champ électromagnétique au vide sous forme virtuelle, et ensuite vous pouvez le redonner si c'est votre choix. Mais si je fais ça, si je prends de l'énergie au vide et que je la restitue, c'est pas très marrant. C'est un petit peu comme si j'étais... Allez, on est entre nous, hein. Ça s'appelle de la masturbation. Me fait plaisir tout seul. On sait que c'est pas très intéressant. L'intérêt, c'est d'être deux. Pourquoi? Parce que quand on est deux, je m'excite avec le vide tout seul, et j'en profite pour exciter l'autre, avec cette excitation. Et évidemment, comme j'excite l'autre, là, je suis soumis par la règle delta E, delta T. Mais comme j'ai envoyé mon énergie vers un autre, je ne suis plus soumis à la règle, parce que ici, je suis retombé à mon état fondamental. C'est lui maintenant qui est soumis à la règle. C'est-à-dire qu'on a remis le compteur à zéro.
Lui, de nouveau, il a delta E, delta T. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va retenir ici. Le compteur est remis à 0 et ainsi de suite. Avec ce jeu de ping-pong, vous pouvez garder l'énergie du vide autant de temps que vous voulez. C'est pas mal, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on ne va pas jouer à deux, évidemment, ça n'a aucun intérêt. On va jouer avec un grand nombre d'objets. Typiquement, l'eau, on va concerner à peu près 20 000 molécules d'eau qui vont jouer comme ça au ping-pong entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont piéger de l'énergie du vide. Alors, ceci, vous le connaissez bien, ça s'appelle la liaison hydrogène en chimie. En fait, ce qu'on appelle la liaison hydrogène, qui est l'interaction fondamentale qui structure toute la matière biologique, est un jeu de ping-pong entre les niveaux d'énergie de la molécule d'eau et le vide. C'est aussi simple que ça. Alors, évidemment, ça bouleverse complètement la vision qu'on a de l'eau. Je vous rappelle que l'eau, pour le physicien normal, c'est quelque chose qui est bizarre. Quand vous incluez le vide, l'eau n'est plus bizarre du tout. Elle a ce qu'on appelle une cohérence interne. C'est-à-dire que sur une certaine domaine spatial qui concerne environ 11 millions de molécules d'eau, vous avez ce qu'on appelle un domaine de cohérence. Et dans ce domaine de cohérence, vous pouvez stocker une onde électromagnétique qui a une certaine fréquence. Et à côté de ces domaines de cohérence, vous avez de l'eau qui est ce qu'on appelle incohérente. Et la différence entre les deux états de l'eau nous donne l'énergie de la liaison hydrogène. Alors, je vais un peu vite parce que je ne veux pas trop déborder. Il faut savoir que dans ce domaine de cohérence, vous avez un champ électromagnétique qui est piégé. C'est-à-dire que partout où vous avez de l'eau, vous avez une fréquence électromagnétique caractéristique. Cette fréquence, on la connaît bien, elle est de l'infrarouge long. Et ça, pour ceux qui soignent avec de l'infrarouge, ils le savent bien, on peut faire beaucoup de choses en envoyant des infrarouges longs dans une cellule, parce qu'on travaille directement sur le champ électromagnétique qui est piégé dans ce domaine de fréquence. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qui dit une fréquence, dit un bit d'information. J'ai combien de domaines de cohérence dans 18 grammes d'eau? J'en ai 10 puissance 16. On va jouer à un petit jeu. Vous voyez ce que c'est 18 grammes d'eau? C'est pas beaucoup. Eh bien, si j'ai un domaine de cohérence égale un bit, comme un domaine de cohérence, ça fait à peu près 11 millions de molécules d'eau et qu'un octet, c'est 8 bits, ça veut dire que j'ai un pétaoctet dans 18 grammes d'eau et un hexaoctet dans 18 litres. Alors, pour ceux qui sont pas qui sont fâchés avec les octets, je vous mets ici la consommation Internet du mondial. 64 hexaoctets par mois d'échange d'informations sur Internet. Moi, je dis que dans 18 grammes d'eau, on peut mettre un hexaoctet, dans 18 litres. C'est pas mal. Mais il y a mieux. Regardez. Tous les livres du monde entier. Je prends toutes les bibliothèques, tous les bouquins. Ça en fait de l'info. 200 pétaoctets. Il faut combien de litres d'eau? 3,6 litres. L'ADN. C'est pas mal, hein, l'ADN. Vous savez qu'avec un seul ADN, on peut reconstruire un être humain. 1 gigaoctet pour coder un ADN. On est 6 milliards d'êtres humains, 108 litres d'eau. Je vous code toute l'humanité avec 108 litres d'eau. Vous voyez que l'homéopathie, ce que c'est? On travaille à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on met de l'information, et ça, ce qui est bien en homéopathie, c'est que plus vous diluez, plus vous augmentez l'information. Alors évidemment, on augmente la réalité littérienne. Alors, il y a toujours les sceptiques, qui disent bon, il est complètement givré ce gars-là, qui retourne dans son labo. Regardez par exemple ici 4 médicaments homéopathiques, phosphorus, 4 labos différents. Ici on fait ce qu'on appelle de l'effet Corona qui permet d'exciter. C'est un petit peu comme tout à l'heure quand je vous ai montré les ondes électromagnétiques. Là on excite avec un champ électrique et on regarde le champ d'information qui est autour virtuel, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'il existe bien ce champ. Et on voit même que suivant les fabricants, on a des choses qui sont différentes. Oui, je suis désolé pour les fabricants, il va falloir qu'ils fassent un petit peu attention à la manière dont ils fabriquent leurs remèdes. Alors, il y a encore des sceptiques, hein, je vous dis, tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Il y a quand même une manip qui va mettre tout le monde d'accord, je pense. C'est celle qui a été publiée par Luc Montagnier en 2011, qui consiste, ça c'est absolument incroyable, à diluer donc de l'ADN dans de l'eau pour retirer l'ADN. Il a montré que dans cette tube qui avait contenu de l'ADN, eh bien, on a une émission électromagnétique, ce que je vous ai dit, il y a les domaines de cohérence. Et il a fait encore mieux que ça, c'est qu'il a pris cette empreinte électromagnétique. Vous avez ici un tube d'eau pure, qui ne contient pas d'ADN, mais qui émet. Il a enregistré cette émission sous forme d'un fichier son, qu'il a envoyé sur Internet, en Italie, lui est à Paris. Le labo italien a écouté, alors pas le labo, le tube d'eau, on a mis un tube d'eau qui a écouté le son, et ensuite on a mis tout ce qu'il fallait pour recréer les nucléotides. Donc on a mis les nucléotides, l'ADN polymérase, et devinez ce qui s'est passé. Eh bien, rien qu'en lisant dans l'eau, on a pu recréer à 100% l'ADN bactérien. Vous verrez ça à la télévision, normalement. Là, j'ai eu la confirmation cet été. Oh là, c'est toujours... Vous aurez 45 minutes de reportage sur ça. Il faut croire. Encore une fois. Ça va. Alors, je voudrais parler par exemple un petit peu d'homéopathie, d'aromathérapie. Regardez, on a 3 récepteurs visuels, 29 récepteurs de goût, mais 347 récepteurs olfactifs. Et voilà ce que vous devez dire à toutes les personnes qui ne croient pas aux médecines MOST. Un chiffre, 1894. Toute personne qui ne croit pas au MOST utilise un concept de 1894. Alors pourquoi la date est importante? Parce que vous pouvez lui dire « Hé, Coco, on est en 2014 !» C'est-à-dire que cette manière de voir le récepteur qui vient accueillir une molécule qui a une forme, qui va essayer ce récepteur, qui va faire un signal, Coco, c'est daté, c'est fini. Bon, on me fait signe qu'il faut que j'accélère. Alors je vais aller un peu vite. Par exemple, prenez ici 2 molécules. Le ferrocène, le nickelocène, même forme, même potentiel. Si on avait un récepteur qui est sensible à la forme, on devrait avoir la même odeur. Or, ça sent le camphre et ça sent l'hydrocarbure. Alors évidemment, elles ont la même forme, le même potentiel, mais elles n'ont pas la même fréquence. Ce qui vous montre bien que l'aromathérapie est plus un problème de fréquence qu'un problème de forme pour le récepteur. Alors, la mésothérapie vous permet effectivement de jouer sur les 2 tableaux, c'est-à-dire que vous amenez le médicament, mais vous l'amenez juste tout près. Ce qui fait que même s'il est là, il peut quand même par les ondes concerner tout le corps. Donc ça, c'est une excellente façon, par exemple, de jouer ce qu'on appelle sur les 2 tableaux, allopathique et côté énergétique aussi. Ça, vous pouvez le trouver donc dans un article de revue qui vient juste de paraître dans la revue homéopathique, qui est très bien fait, tout ce que vous voulez savoir sur les mécanismes physico-chimiques. Donc vous voyez que maintenant on oublie ça. Maintenant ce sont des fréquences qui viennent faire vibrer l'eau, et c'est ça qui fait l'expression génétique ou qui fait la fabrication d'une protéine. Et évidemment, on n'est pas obligé de passer par l'eau, on peut envoyer directement la fréquence. Ce que vous faites quand vous ouvrez votre voiture avec un truc. Vous n'avez plus de clé aujourd'hui. Hein. Un petit mot sur les méridiens. Donc là, c'est beaucoup de techniques. Ça, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas insister. D'abord, je ne suis pas un spécialiste. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette publication où, vous voyez, on approche un stick de moxibustion. C'est une des façons de pratiquer l'acupuncture. Et on a une imagerie qui nous montre que si je mets le stick ici, par exemple, vous voyez, j'ai tout ça qui est conservé dans le corps. Or, si on regarde ici le point d'acupuncture, c'est le méridien de l'estomac. Vous voyez ? C'est-à-dire que ces canaux virtuels existent. Ça s'appelle les méridiens d'acupuncture, mais vous pouvez très bien, on sait les mettre en évidence aujourd'hui par ces techniques vibrationnelles. Bon, ça je passe. C'est en relation avec l'électromagnétisme et les minéraux, mais j'ai plus le temps. Voilà, je vais conclure donc. Tout ça, ça va très vite, parce que je n'ai que 30 minutes, et c'est pour ça que
j'ai aussi la possibilité de vous donner beaucoup plus d'informations sur ce qu'on appelle des formations, qui sont ouvertes à tous, thérapeutes, médecins, chercheurs en biologie. Donc vous en avez deux. Une qui est centrée sur l'eau dans la cellule, qui dure 2 jours. Donc ça c'est commode, c'est un week-end. Au lieu d'aller passer un week-end aux Bahamas, on vient se former sur l'eau dans la cellule. Et puis pour ceux qui sont plus motivés, qui veulent vraiment rentrer dans comprendre ce que c'est qu'une technique MOS, c'est-à-dire aller jouer avec l'information, l'énergie, on a 5 jours de formation en milieu convivial. Donc là, vous avez les coordonnées de la personne à contacter qui organise toutes ces formations, qui est ici. Ça, c'est mon email personnel. Et puis, bon, ça, c'est toute mon activité sur le net, où vous pouvez donc me retrouver, soit sur Océan Sea Life, c'est une application qui tourne sur téléphone mobile, sur Internet avec mon site, sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ça fait de la pub. Est-ce que vous avez des questions? De l'ostéopathie de la mésothérapie. Donc, ce que vous venez de nous expliquer, c'est exactement ce que disait monsieur Benveniste il y a plusieurs années. Oui, tout à fait. Qu'on a amené au suicide. Voilà. Ben ça, c'est le... faut jamais être un précurseur. Tout à fait. Mais en fait, c'est très réconfortant, si vous voulez, de... Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Benveniste, beaucoup de scientifiques le défendent. Moi, bien sûr, mais beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on va travailler à réhabiliter sa mémoire. Oui, je crois qu'il est bien. Non, mais on va le faire. On est là pour ça. Bon, il y a juste quelques petites barrières à passer, parce que l'histoire a fait beaucoup de vagues. Mais on va arriver, je pense. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent que c'était vraiment un visionnaire. Ouais. Et qu'il a eu le malheur d'arriver trop tôt. Oui, mais en plus, la façon dont on l'a critiqué était particulièrement ignoble. Je suis d'accord avec. Merci. Oui, bonjour, Jean-Marc Mantel, psychiatre. Merci pour votre exposé qui nous familiarise avec des données complexes qu'on ne connaît habituellement pas. Une question, on devrait pouvoir appliquer ces perspectives à la médiumnité? Oui, alors il y a toute une physique quantique de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience, les phénomènes paranormaux? Mais là, en 30 minutes... Mais par contre, ça, on peut en discuter dans le cadre de la formation de 5 jours de physique quantique. Là, on aborde ces sujets-là. Comment on venait à la formation? Daniel Sibeka, Val-de-Marne, médecin homéopathe. Merci pour cette présentation très érudite qui, à part, il faut secouer un peu, il faut donner l'énergie au vide, qui appelle de ma part une réflexion-question. Je vais parler fort parce que j'ai l'impression que c'est haché. Des réflexions-questions. Ça me rappelle un petit peu 2 choses, vos propos. Premièrement, le principe taoïste du plein et du vide. Oui. Et on rejoint un petit peu des notions très, très orientales qui nous sont sympathiques. Mais de l'autre côté, et je serais taoïste moi-même en soufflant et le chaud et le froid, des notions qui semblaient s'éloigner un petit peu de nous, c'est-à-dire les médecines à orientation spécifique thérapeutique, les médecines particulières, c'est un peu, ça marche très bien parce que c'est de l'effet placebo. Alors vous pourrez me répondre, vous devriez me répondre que l'effet placebo, c'est aussi de l'information, mais c'est un autre sujet. Donc, j'ai trouvé votre présentation très intéressante, mais elle présente des difficultés à 3 niveaux. Bon, premier niveau, c'est un niveau très physique, parce que pour la plupart d'entre nous, je pense, et en tout cas moi en particulier, malgré une formation scientifique, on n'a pas le niveau pour apprécier le degré de prestidigitation dans le fait que tout est du vide. Quand on prend trop de sel et qu'on a une hypertension artérielle, le sodium et le chlore, je pense que ça doit être, les frères Dalton doivent le considérer quand même comme du vide, et pourtant c'est quand même de la matière, donc tout peut être vide et tout peut être matière. La deuxième difficulté, c'est plus alors anecdotique, mais nous sommes là aussi pour défendre cela sur un plan plus politique.
Et quand j'entends dire que les MOST, c'est du virtuel et les MOST, c'est du vide, j'ai un urticaire qui sûrement devrait marcher avec Arsenicum album, parce que ça m'angoisse et ça m'agite. Et le troisième point, la troisième difficulté, c'est au plan clinique. Parce que réduire, alors je vais parler de l'homéopathie, parce que l'homéopathie, vous en l'avez évoqué, c'est un sujet qui me tient à cœur. Réduire l'homéopathie à l'infinitésimal et surtout à l'infra Avogadro, c'est la réduire terriblement. Le principe d'hormésis, le principe d'inversion effet-dose, il marche d'ailleurs avec la radioactivité. Il marche avec des dilutions pas si diluées que ça, et il marche avec le pondéral. Hein. Il y a des problèmes avec un certain nombre de plantes actuellement, mais quand on avait à disposition toutes nos teintures mères, la teinture mère d'Arnica, le principe hormésis d'inversion cause-effet, il existe en pondéral. Donc, tout cela est à cheval et, à mon sens, un peu plus compliqué que de dire l'allopathie, c'est la matière, les médecines alternatives, c'est le vide. Il me semble qu'il faudrait, un peu à l'instar du yin et du yang, tourner un petit peu nos yeux dans le noir et dans le blanc avant de pouvoir avoir une opinion bien tranchée sur le sujet. Je ne cherche à convaincre personne. Par contre, vous avez juste oublié une chose. C'est que quand je dis c'est du vide, j'ai essayé de vous l'expliquer, mais j'ai pas beaucoup de temps, c'est aussi de l'eau. Et quand vous me dites j'ai du sodium et du chlore, vous parlez du Na+, et Cl- qui n'existe que dans l'eau. Donc, sachez que chaque fois que je fais référence au vide, en fait, je fais référence à l'eau. C'est-à-dire que c'est par l'eau qu'on arrive à exprimer l'information Na+ ou Cl-. Je ne vais pas vous convaincre, parce qu'il y a toute une tradition qui veut qu'on regarde l'eau comme n'existant pas en biologie. Vous avez le droit de prendre cette position-là. Mais moi, qu'il soit clair que chaque fois que je vous dis vide, c'est molécules d'eau qui parlent au vide. C'est-à-dire qu'il y a bien de la matière. Mais c'est toujours par l'eau que ça passe. Et donc, on évacue complètement, je veux dire, vous avez parfaitement raison. On n'est pas dans un monde purement virtuel, on est bien dans un monde matériel à queue qui fait le lien entre le monde virtuel et le monde de l'action tel qu'on le connaît en médecine allopathique ou même en homéopathie. Il y a toujours de l'eau, quoi que vous le fassiez. Une protéine s'est hydratée, un ADN s'est hydraté. Je ne connais aucun constituant cellulaire qui ne soit pas hydraté. Donc il faut placer le vide dans ce contexte-là. Pour ce qui concerne l'effet placebo, bon, c'est une façon qu'a la médecine traditionnelle d'expliquer des choses qui l'embêtent. Je pense qu'il y a de quoi travailler ici. Moi, je vous donne juste des pistes de réflexion. Et que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, je m'en fiche complètement. Parce que de toute façon, continuerai à véhiculer ce message. Et puis, c'est pour ça que je vous ai mis quand même quelques équations pour que, en faisant vous-même, en manipulant ces relations, que vous comprendrez que la matière, ce qu'on appelle la masse, c'est du vide. Je sais que c'est dur à avaler. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre ça. Donc je ne vais pas en 30 minutes vous convaincre. Mais... Permettez-moi, s'il vous plaît, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Si j'ai pris la parole, c'était pour abonder et apporter quelque chose au débat. Je ne me suis pas placé dans l'idée de vous croire ou de ne pas vous croire. Je voulais juste être utile et il ne m'a pas échappé que le corps humain est composé essentiellement d'eau. Il ne m'a pas... les notions très poussées que vous avez évoquées font appel tout de même à des notions physiques que les médecins et la plupart du public qui sont ici, ça ne nous est pas totalement étranger non plus. J'espère avoir été utile. Je vous remercie. Merci. Encore une question ? Oui, je suis Ana Maria Hernandez, excusez-moi pour ma langue, que je suis de nationalité anglaise. Je suis psychologue et mathématicien et j'apprécie beaucoup votre présentation. Et à côté de beaucoup de formules mathématiques, le message pour moi comme psychologue et chercheur, c'est que vraiment
beaucoup des informations qui restent très désorganisées dans notre vie peut prendre en relation vraiment cachée dans un espace irréel, non observable. Si je me souviens de la papillote de Lorentz en physique, comme les différents mouvements désorganisés vraiment deviennent un mouvement très organisé, c'est un aspect. Et le deuxième, que vraiment, je pense que dans notre vie, par rapport aux maladies, je peux dire aussi que beaucoup de pensées, beaucoup de mentalités qui restent, qui se forment dans le monde causal, ont une autre représentation, notre essence dans la vie, cet espace irréel. Et je pense que la distance, la discrépance entre les deux images de notre vie, notre maladie, notre perception de nous-mêmes peut poser la question, qu'est-ce que c'est la maladie, au moment, au niveau psychologique, mental, spirituel. Alors, et merci encore pour... Oui. Je peux, pour juste préciser un petit peu, faites du vide. Oui. C'est-à-dire que le meilleur moyen pour faire circuler l'information, c'est de justement diluer. Parce que si vous avez un milieu matériel qui est trop contraignant, l'information est emprisonnée. Si vous voulez qu'elle circule, la première chose à faire, c'est faire du vide. Et ça peut être tout bête. C'est-à-dire que quand vous voyez deux chaises, ne regardez pas les chaises. Regardez l'espace qui est entre les chaises et qui définit les chaises. C'est un mode de pensée qui va vous remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire que ça va vous obliger à passer en état méditatif, à vous poser des questions que vous ne vous poseriez pas si vous regardez la matière. Donc évidemment, il faut avoir un regard complémentaire, c'est-à-dire de temps en temps regarder les choses matérielles, mais de temps en temps aussi laisser de la place à ce qu'il y a entre les choses. Et c'est vrai, par exemple, parce que je trouve que je suis musicien, imaginez un morceau de musique où vous avez enlevé tous les blancs, ça fait un son continu. Ce qui définit la mélodie, c'est justement les blancs qu'on met entre les notes. Et donc, dans sa vie, ça c'est un message pour tous ceux qui ont des perturbations psychologiques, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de blancs. Il y a trop de choses qui arrivent, donc on peut aussi utiliser le vide en psychologie par l'intermédiaire de laisser de la place. Et c'est en ça que j'aime bien la pratique homéopathique, parce que la pratique homéopathique, justement, elle part d'une molécule, d'une teinture mère, où là on sent que l'information est concentrée, mais comme elle est concentrée, elle ne peut pas s'exprimer. Et donc, par la dilution, on va justement faire du vide, mettre de l'eau en fait, et c'est comme ça qu'on va pouvoir sélectionner une information parmi toutes celles qui sont pertinentes. Et c'est ça qui me plaît dans cette technique de dilution homéopathique qu'on peut appliquer à la vie de tous les jours. Bien, on va remercier